Bonjour, merci beaucoup Émilie déjà de nous avoir proposé d'intervenir aujourd'hui en tant que centre référent Nouvelle-Aquitaine Sud. Désolé aussi pour le retard. Il y a un mois on était classé 3e ville la plus embouteillée de France. Je crois que ce matin on est passé lauréat. On a mis 2 heures pour sortir de Bordeaux, j'ai vu ça, pour faire 10 km. Donc aujourd'hui on va nous vous présenter l'apport de la pérédance en ETP au C2RP. Et au CRPS aussi. Il faut savoir qu'à Bordeaux, en fait, on a le C2RP qui est centre référent de réhabilitation psychosociale, qui est localisé à Tourgassi, et au même endroit le CRPS, qui est un centre de proximité. Et les deux sont dans les mêmes locaux. Je vais passer directement la parole à Marion qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Alors du coup, pour commencer à mettre... Pardon, il y a juste à cliquer une fois et après ça marche. Ah ok, voilà, très bien. Oui, alors moi je suis Mariette Comoulet, je suis infirmière sur le C2RP de la Tour de Gassy. Et donc je suis accompagnée de Geoffroy Couet, le responsable du pôle de RPS, et d'Adrien Mallet qui est donc notre premier père aidant qui intervient du coup sur notre programme d'éducation thérapeutique. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, donc du coup comme l'a dit le docteur Coué, nous sommes du coup sur le pôle de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gassy, qui est donc localisé à Bruges, juste à côté de Bordeaux. Il y a beaucoup de bouchons, comme il vous l'a dit. Et donc au niveau du pôle, donc on a le CRPS qui est labellisé Centre de réhabilitation psychosociale de proximité, donc centre de niveau 1 par l'ARS depuis décembre 2018. Et donc le CRPS existe déjà depuis une trentaine d'années. Et depuis 2017, du coup, le C2RP a été labellisé donc centre référent pour la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine. Toujours au niveau du contexte, l'éducation thérapeutique, considérée comme un soin spécifique à la réhabilitation psychosociale, fait donc partie intégrante du parcours de soins donc, sur notre pôle, et qui est donc mis en place depuis 2008 et autorisé en termes de programme d'éducation thérapeutique par l'ARS depuis 2011. Toujours un petit peu au niveau du contexte, histoire de planter le décor. Du coup, le PRS, donc le plan régional de santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028, donc indique le renforcement du partenariat professionnel de santé usagé et que 100% des programmes de TP doivent associer un patient expert formé à l'horizon 2028. Donc là, on est tout corps de spécialités confondues. On fait partie évidemment de la santé mentale. Donc en gros, la place du patient et de l'aidant est donc au cœur des bonnes pratiques pour le développement de l'ETP en Nouvelle-Aquitaine. Et donc les patients et ou les associations de patients formés ou pas à l'ETP doivent intervenir à tous les stades du programme, donc la création, l'animation et l'évaluation. Un petit historique de notre programme d'éducation thérapeutique donc, qui existe donc, depuis 2008. En 2008, les premiers groupes de psychoéducation. En 2011, donc, on fait notre première demande d'autorisation par l'ARS. Entre 2011 et 2018, notre programme évolue au fil de l'eau en fonction des besoins recensés auprès des patients qui bénéficient des soins sur notre pôle. Donc on a de nouveau des renouvellements d'autorisation. Et puis c'est vrai que durant cette période-là, on est souvent confronté à des patients ou des proches qui nous demandent oui, enfin c'est bien joli tout ce que vous nous racontez, mais est-ce que vous n'auriez pas des expériences à nous rapporter ou qu'on puisse rencontrer des personnes qui ont vécu ces expériences-là pour qu'on puisse, pas vous croire, mais bon, on n'était pas loin. Donc du coup là-dessus, on a appelé Adrien et qui du coup a commencé à faire des premières interventions donc en 2018 au sein du groupe, alors dans un premier temps sur le groupe à destination des proches et des aidants. Fin 2020, il a été rejoint par Thierry Rebolot, également père aidant bénévole. Donc toujours sur le programme à destination des proches et des aidants, et puis du coup on s'est mis un petit peu autour d'une table et on se dit tiens, on va essayer de co-créer un programme à destination des patients que donc on a appelé Cap sur mon rétablissement et qui donc est mis en place depuis début 2020. En 2021,
des événements intéressants, puisque du coup nous avons recruté également une médiatrice de santé père, Marine Dugoujon, qui intervient donc depuis début février, qui est en train de réaliser la licence à Paris, depuis donc début février, et qui intervient donc sur notre pôle. Et puis également en 2021, message d'Emile, on a du coup formalisé pour mettre en valeur un petit peu les interventions de tous nos partenaires, des partenariats d'engagement mutuel entre notre établissement et donc Adrien et Thierry en tant que père aidant bénévole. Et puis, autre fait important, c'est que du coup, je sais pas, il y a une réflexion soudaine qui est apparue. On s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on a des pères aidants usagers, anciens patients qui interviennent au sein de notre programme. Pourquoi pas faire de même pour les proches? Parce que du coup, les proches étaient très satisfaits de ces interventions. Mais du coup, ça nous permettait aussi d'avoir cette réflexion en disant, mais ok, ils font notre programme d'éducation thérapeutique, mais après, qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce que, voilà, comment on peut envisager des relais par la suite? Et donc, de fil en aiguille, en activant un peu le réseau, on s'est mis en relation avec l'UNAFAM 33, et qui, du coup, depuis 2021, interviennent également. Et nous avons également, du coup, signé un partenariat avec eux. Donc, le programme actuel, rapidement, du coup, on est une équipe pluridisciplinaire, évidemment. Infirmier, psychiatre, neuropsychologue, assistante sociale, médiatrice de santé père, père aidant bénévole, père aidant famille, diététicienne, et j'en oublie certainement puisque voilà, on a une grosse équipe qui est moniteur d'APA. La co-construction et l'animation par la MSP et les pères aidants bénévoles, donc Marine Dugoujon en tant que MSP, Adrien Mallet, père aidant bénévole, Thierry Rebolo et Agnès et Jean-Claude Aubert pour l'UNAFAM 33. Donc ça c'est notre programme du coup où on a du coup 6 modules actuellement sur ce programme, donc un module sur la schizophrénie, sur le trouble bipolaire, à destination des proches et aidants qui donc du coup sont où on parle de troubles psychiques au sens plus large, mais plus précisément schizophrénie, trouble bipolaire. Le module cap sur mon rétablissement avec les pères aidants bénévoles et Marine Dugoujon, un atelier qui s'appelle actuellement Équilibre mais qui va évoluer, on est en cours de travail, on est en train de constituer un nouveau module qui va plutôt porter sur l'hygiène de vie, donc qui va être plus large, et donc là également co-construction avec les pères aidants bénévoles et puis le programme PEPS. Donc du coup, la médiatrice de santé père intervient sur tous les modules et les pères aidants bénévoles sur mes proches et mes aidants et cap sur mon rétablissement. Donc Marine Dugoujon, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui étant donné qu'elle est à Paris pour sa formation, du coup a préparé quelques diapos pour faire part un petit peu de son expérience en tant que médiatrice de santé père au sein de notre pôle. Donc actuellement, elle a divisé un petit peu sa courte présentation en 2 parties, donc ses missions actuelles qu'elle réalise en parallèle de sa formation qui prend beaucoup de temps. Donc essentiellement, majoritairement on va dire, elle a fait un petit camembert après, sur l'éducation thérapeutique et sur les directives anticipées en psychiatrie. Là on utilise le support, l'outil Mon GPS qu'on propose en systématique à l'issue lors du bilan du module cap sur mon rétablissement. Et à la suite de cette présentation, la personne du coup peut reprendre des rendez-vous avec Marine pour du coup élaborer son GPS et donc ses directives anticipées. Donc elle participe aux transmissions infirmières, aux réunions suivies de projets de synthèse. Elle du coup passe régulièrement dans les différents ateliers pré-professionnels que nous avons sur notre site afin d'être en contact de manière informelle avec les patients. Elle réalise des entretiens individuels du patient en binôme avec une personne de l'équipe. Elle a pris l'initiative d'animer un groupe de jeux de société pour créer du lien. Elle fait des accompagnements sur les différents GEM en pourtour de notre site. Et puis elle a évidemment le temps qu'elle consacre à sa formation de médiatrice de santé père. Donc elle a réalisé ce joli camembert qui représente un petit peu comment sont réparties ses missions actuelles en tenant compte effectivement de la formation qu'elle a estimée à peu près 30% de son temps actuel. Donc on voit bien qu'au niveau de l'éducation thérapeutique, elle est très investie.
Les perspectives qu'elle entrevoit après sa formation, donc c'est poursuivre la création et la co-animation de nouveaux groupes de TP en équipe. Donc là, actuellement, on est en plein travail sur l'hygiène de vie. Poursuivre les entretiens individuels du patient, mais du coup plus axés sur le rétablissement, où elle est en train d'élaborer des trames d'entretien axées justement sur le domaine du rétablissement. Réaliser des visites à domicile en binôme avec une personne de l'équipe. Accompagnement sur des activités extérieures à la structure, association, club de jeu, poursuivre le développement des partenariats avec les GEM, formalisation de son atelier jeux de société avec des objectifs plus ciblés en termes d'habileté sociale, remédiation cognitive, toujours en binôme avec une personne de l'équipe, comme tous les groupes que nous pouvons constituer au sein du pôle. Et puis du coup, un axe plus sur la formation du coup continue de l'équipe sur les outils du rétablissement, et puis également d'autres formations à venir sur l'extérieur. Je vais passer la parole à Adrien Mallet, qui va du coup se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Adrien Mallet, on vous l'a dit, c'est super. J'espère que je ne vais pas créer un tollé dans la salle en disant que je suis père aidant bénévole. En fait, dans ma présentation, je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré m'investir de manière bénévole plutôt que professionnelle, parce que clairement le sujet de la père aidant, c'est quelque chose qui me travaille depuis, on va dire, facilement 6 ans. Vous m'entendez? Là, on m'entend bien. Donc pour le coup, je vous fais une petite présentation, comme j'ai l'habitude de faire dans mes interventions. Donc je vous cache rien, je m'appelle Adrien Mallet Mathieu Jacques. Je suis né du coup, ah oui, Trasibule, parce que du coup je suis né pas très loin d'ici, et c'est un chantre ménestrel du Limousin, et ça faisait beaucoup rigoler mes parents de m'appeler Trasibule. Ils ont un certain humour, ou du moins un humour certain. Du coup je suis né en 81 à Limoges, et j'ai habité pendant 10 ans à 11 km d'ici. Donc je suis de nationalité française, 1m87, et en fait j'en fais qu'un 84, je voulais juste vérifier si à l'état civil il sortait la toise, et en fait ben non. Donc c'était juste pour vérifier. Et donc il ne le vérifie pas, comme vous le voyez. Et la chose qui n'est pas marquée sur mon front quand je suis arrivé dans cette salle, c'est que je suis porteur d'un trouble psychique. Bon, c'est une petite animation comme ça pour détendre l'atmosphère. Je suis très stressé, j'ai les jambes qui flageolent, donc je suis peut-être sûrement plus stressé que vous. Donc les grandes lignes de mon parcours. En gros, en fait, je suis un ancien patient du CRPS. Au cours de ma rentrée scolaire 2002 en BTS communication visuelle, je fais l'amère expérience de ma situation de crise, et je me retrouve entre 2002 et 2003 à faire 4 hospitalisations entre différents instituts spécialisés. Puis j'arrive au CRPS où à l'époque on rentrait avec une période d'essai durant une semaine où on faisait le tour de la structure. Bon, clairement j'étais dans le déni, aucune envie d'y revenir, et au final j'en ai fait une seconde parce que je voyais bien que tout seul je m'en sortirais pas. Donc en 2003 j'intègre le CRPS, et au cours de mon parcours, donc, je fais la découverte du bénévolat sportif avec le comité de Gironde de sport adapté, et donc une association qui dépend étroitement du CRPS, mais qui est donc basée sur le club omnisport de la ville de Bruges, mais qui en fait s'occupe que des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et donc en gros tous les sportifs de cette association viennent en majorité du centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gassy. Fin 2010, en fait je me suis tellement investi dans le bénévolat par rapport à tout ce que ça a pu m'apporter en termes de responsabilisation, de bien-être, de retour de confiance en moi, qu'en fait les salariés du comité de sport adapté sont devenus mes collègues. Ils m'ont proposé une mission de service civique. Alors à l'époque j'avais 30 ans, donc un service civique à 30 ans, pourquoi pas. Ils l'ont payé sur leur denier personnel parce qu'il n'y avait plus d'aide de l'État, et j'étais le premier service civique de Gironde en situation de handicap. Du coup, je remplis ma mission de chargé de communication. Ma prise en charge au CRPS se fait fin 2011, donc on a laissé un temps de à peu près 1 an quand j'ai pris mon poste de service civique au comité, pour voir si tout fonctionnait bien, si j'arrivais à travailler tout simplement. Et en fait, fin 2011, on m'a proposé un CDI au comité sport adapté, et j'ai le bonheur de continuer mes activités là-bas. Du coup, un peu, pourquoi cet investissement en tant que père aidant maintenant au C2RP et au CRPS?
En fait, j'ai commencé à faire des interventions à Paris dans le DU universitaire de réhabilitation psychosociale que j'ai fait pendant 4 ans. Donc on montait à Paris, puis on était face à des psychiatres, des psychologues, des professionnels de santé. Et qu'est-ce qu'on leur présentait? L'intérêt déjà des activités physiques adaptées pour retrouver confiance en soi, le plaisir de pratiquer, la possibilité de trouver aussi, de découvrir le sport adapté. Donc le sport adapté, pour ceux qui ne connaissent pas, ça dépend de la Fédération française du sport adapté, donc qui s'occupe exclusivement des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Et en fait, dans mon cursus de réhabilitation, je faisais beaucoup de sport, du hockey sur glace à assez haut niveau. Et tout d'un coup, avec mes troubles, j'ai eu une aversion pour la compétition parce que ça générait des angoisses terribles. J'étais capable de m'évanouir et d'aller vomir tant et plus avant le moindre entraînement. Donc à partir de là, j'ai arrêté le sport. Dans ma situation de crise, je suis passé en gros de 79 kg à 130, mais ça a été nécessaire. Et du coup, le fait de faire des APF, des activités physiques adaptées, au sein du CRPS m'a permis de retrouver le goût à la compétition, juste le plaisir de faire du sport et de renouer des liens avec ma famille parce que je repratiquais du sport avec mon père. Le bénévolat, donc dans les intérêts des activités physiques et sportives et du bénévolat, en fait le bénévolat m'a apporté énormément, c'est-à-dire que avec le comité sport adapté, j'ai retrouvé le sens des responsabilités et on me faisait à nouveau confiance, puisque dans les situations de crise, les aidants ils font bien ce qu'ils peuvent, mais même nous on se dévalorise et la confiance en soi c'est quelque chose qu'on a un peu perdu au fil de l'eau. Donc le bénévolat, ça a été ma solution, je ne dis pas que c'est la solution de tout le monde, mais quand on cherche à retrouver un peu d'estime de soi, je trouve que c'est un bon moyen de retrouver le sens des responsabilités avec un effort où on ne nous mettra pas en situation d'échec. Tout dépend comment est mené, on va dire, le bénévolat par les personnes qui nous suivent. Du coup, notre retour d'expérience sur le parcours de soins et le parcours de vie est vachement valorisé, alors du moins pour moi, par rapport à l'activité physique et sportive et au bénévolat. Du coup, retour de la confiance en soi et de l'estime de soi. Après, on a fait des interventions auprès des familles. Alors, j'ai commencé par des interventions auprès des familles, et c'est quelque chose, quand on m'a proposé d'intervenir auprès des proches, qui m'a semblé, mais d'une évidence cristalline. C'est-à-dire que je me suis posé, mais zéro question. Je me suis dit, mais évidemment que si je peux soutenir les personnes qui sont passées par les mêmes moments que mes parents, bien sûr que je veux le faire. Par contre, est arrivé un petit peu après la question d'intervenir auprès des patients. Et là, la démarche a été un peu plus longue pour moi à faire, parce qu'il a fallu que je trouve la posture que je voulais avoir face aux patients. Je ne voulais pas passer pour un modèle, un garantie, une caution morale. Je voulais surtout qu'ils aient en fait la notion d'espoir, que quand ils sortent de là, ils se disent « Ah ouais, lui aussi il a souffert, mais en fait il y a cru jusqu'au bout et il y a vraiment des raisons d'y croire. » Donc ce n'était pas la question d'être mis sur un piédestal en disant « Il faut faire comme Adrien et ça marchera. » Parce que mon parcours et mon expérience de réhabilitation, alors oui, il y a des choses qui vont pouvoir servir à d'autres personnes, mais ce n'est pas parce qu'une autre personne fera du bénévolat avec l'ESB, avec le CDS à 33, que ça se passera pareil, surtout que ça ne se fera sûrement pas. Donc voilà, ça c'est déjà très bien. Donc auprès des proches et des aidants, l'idée en fait c'était de leur dire que, en fait, vous m'entendez depuis tout à l'heure? C'est bon, ok, super, j'ai eu un doute. Finalement, de dire aux proches et aux aidants qu'une personne atteinte d'un trouble psychique ne se résume pas à une maladie. Enfin, je ne sais pas si quand vous vous baladez dans la rue, vous interpellez les gens en disant salut cardiopathie, salut grippe. Alors en ce moment on pourrait dire salut Covid-19. En fait, quand je suis dans la rue, on ne me dit pas salut bipolaire. C'est pas la question. Et souvent, les gens revendiquent d'abord leur maladie avant leur personne. Et donc les interventions sont aussi là pour dire on n'est pas juste une maladie, on est aussi une personne et un individu avant toute chose. Quand on décèle à quelqu'un un diabète ou une cardiopathie, la personne, elle ne pourra pas la renier, elle l'aura sûrement toute sa vie. Ses médicaments, elle le prendra toute sa vie. Et du coup, il y a aussi toute cette éducation qu'on essaie de transmettre, de dire le soin, il se continue. On ne va pas se dire pour un diabétique, j'arrête l'insuline du jour au lendemain juste parce que ça va. Donc il y a tout ce côté-là aussi. Auprès des proches, du coup,
je leur donne mon expérience de tout ce que mes parents voulaient faire de manière très bienveillante, mais finalement très maladroite aussi, et qui ne perçoivent pas, par exemple, les médicaments. Ma mère, elle s'est décrétée plus psychiatre que les psychiatres. Et donc, à 9 h, il fallait que je sois levé le matin. Maintenant, réflexion faite, je lui dis, tu sais, maman, pour que je sois levé à 9 h le matin, avec ce que je prenais, il faut que je me couche à 17 h, quoi. Et je ne me couchais pas à 17 h. Donc, il y avait tous ces dogmes un peu familiaux qu'on essaye de casser pour leur dire... en fait, il ne se sert pas de sa maladie comme une excuse pour rien faire, c'est qu'il y a des fois, il y a des incapacités à faire les choses. Et donc, du coup, ça me fait rebondir sur une phrase que j'ai en tête et qui me suit tout le temps. En fait, mes parents, quand je suis arrivé à la Tour de Gassy, ont voulu rencontrer ma psychiatre. Très bien, allez-y. Et ma mère dit à la psychiatre, ou mon père, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner Adrien? Donc là, ma psy a stoppé le discours, elle a dit, en fait, vous êtes la famille, vous allez aimer, et nous, on est les médecins, on va soigner. Donc juste, à partir de ce moment-là, donc on avait une relation qui était devenue très irritée avec mes parents, on avait du mal à communiquer. À partir du moment où ils ont rencontré ma psychiatre, que cette phrase a été lâchée, donc ce qui est déjà pas mal, les rôles sont redevenus ce qu'ils doivent être, et pour le coup, les tensions se sont bien apaisées, et alors je dis pas que c'est la seule chose, hein, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été mises en place, mais déjà la répartition des rôles, quand on fait comprendre aux aidants dans le groupe qu'ils ne sont pas là pour soigner leur enfant et qu'ils n'ont pas le savoir pour le faire et la capacité à le faire, ça permet de relativiser certaines choses. Ce qu'on dit en général aux aidants, je fais à peu près la même présentation aux patients, mais avec le prisme du patient. C'est-à-dire qu'en général, quand on voit le patient dans le groupe et qu'on voit les parents dans leur groupe, on a des retours en nous disant « Ah ouais, il m'a parlé de ça. Ah oui, ça fait que du coup, ça crée aussi le dialogue entre les patients et la famille. » Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je pense que tout le monde a assez faim. Du coup, auprès des patients, ça reprend un peu la même trame. Tout ça pour dire que on ne se résume pas à une maladie. Donc le patient, on essaie de lui casser aussi cette image de se dire de revendiquer sa maladie avant de revendiquer ses capacités. Donc on ne se bat pas contre un trouble, mais on vit avec. Ce que les parents ne percevaient pas par l'expérience, mais qu'ils ont à peu près la même que moi en termes de ressenti, de souffrance, d'effets secondaires sur les traitements. Ce qui m'a aidé aussi dans ma relation avec mes proches, donc ce qui m'a permis de renouer le lien, par exemple avec mon père. Mon père, par exemple, si aujourd'hui je le faisais venir, alors vous rigoleriez sûrement, moi beaucoup moins, mais il serait incapable de vous raconter ce qui m'est arrivé et ce par quoi je suis passé. Mais parce que, à la limite, il est tellement fier de moi maintenant et de ma situation que ce qui s'est passé avant, ouais, c'est même plus grave, quoi. Et ça, alors là après j'ai dit, on souffre d'un trouble psychique, pas d'une excuse. En fait, c'était pour amener, alors je parle beaucoup moins bien anglais que madame qui était juste avant, c'est un peu pour initier le pouvoir d'agir, pour leur dire, ok, on souffre d'une maladie, la maladie elle a des symptômes, il y a des effets, ok, mais on ne peut pas tout expliquer, enfin tout excuser au nom de la maladie. Il y a un moment, si on veut s'en sortir, alors je ne dis pas que c'est un claquement de doigts, mais on ne peut pas dire, ah ben non, je peux pas, c'est un peu, je peux pas, j'ai piscine, quoi. On ne peut pas toujours rester bloqué que sur sa maladie, sinon on est à un certain stade et on ne passera pas le cap pour, comment dire, pour reprendre un peu le pied sur l'espoir, justement. On éduque un peu aussi sur l'intérêt de la continuité du soin. Moi, actuellement, donc je travaille, alors je travaille pas à temps complet, parce que j'ai besoin de, je suis assez fatigable, mais j'en ai pas arrêté pour autant. J'ai un rendez-vous bimensuel chez une psychiatre, chez une autre, parce que j'aime bien ça, tous les mois. J'ai mon injection auquel, c'est ma piqûre du bonheur. Alors vous avez du bol parce que je l'ai eu juste hier, donc tout va bien, il est impeccable, il n'y aura pas de bêtises. Mais tout ça pour leur dire que aussi, la différence entre le traitement que j'ai actuellement et le traitement que j'ai eu au moment de mon crash en 2002, on est passé sur des doses homéopathiques. Enfin pour moi, si je vous donne mon injection, vous dormez peut-être pendant 24 heures tranquillement, mais
je suis passé à un stade où mon traitement a quand même beaucoup évolué aussi avec la connaissance que j'ai de ma maladie et la gestion que j'ai de ma maladie. Et aussi, et c'est peut-être ça pour moi le plus important, mettre en exergue le fait que, surtout, ils ont des vraies capacités. Et je leur dis, du coup, par rapport à mon expérience, ce qui a révélé mes capacités. Mais pas, enfin, la maladie va peut-être les inhiber un moment, mais on peut aussi aller les retrouver. Et justement, tout le parcours de réhabilitation que j'ai fait au CRPS m'a permis de mettre en exergue ces capacités. Alors ça, aussi, c'est le moteur de pourquoi je suis aussi là devant vous, parce que ces bonnes pratiques, moi, en fait, finalement, qu'est-ce qui m'a motivé à toujours intervenir devant des professionnels de santé, devant les proches et les aidants, c'est en fait le juste retour des choses. Quand je vois l'état de souffrance dans lequel je suis arrivé au CRPS donc en 2003, et finalement, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui je suis heureux, épanoui, même si je gagne pas des milliers et des cents. Et ce que j'ai juste envie de partager, c'est de dire, mais en fait c'est possible, perdez pas espoir, et vous allez aussi y arriver. Il y a vraiment, ça peut être long, mais ça vaut le coup. Donc, ce qui m'a motivé, c'est de générer un regard d'intérêt dans le parcours de soins et l'envie d'avancer, parce que les patients, en fonction du stade où ils en sont dans mes interventions, il y a des fois des pertes de motivation à se dire est-ce que ça vaut le coup que je me batte, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qu'il y a à faire derrière. Et justement leur dire écoutez, vous voyez la petite lumière au bout, c'est pas la lumière blanche de la morgue, c'est la lumière qui va vous dire le tunnel, c'est la fin du tunnel, quoi. Favoriser le pouvoir d'agir, aider à comprendre sa maladie et vivre avec elle et non contre elle. Bon, ça je l'ai dit pas mal de fois, j'ai fait des redites quand même. Revendiquer que l'on n'est pas un trouble, je suis Adrien et pas une pathologie. C'est ce que je vous disais un peu au début, les cardiopathie, rhume et Covid-19. Dans la rue, on s'appelle par salut Josiane, salut Michel, et ainsi de suite. Ne pas être, alors ça aussi, oui, ne pas être un modèle, mais permettre de générer de l'espoir pour la suite. Et parce que surtout, j'aurais apprécié à un moment où mes phases étaient assez proches et comment dire, vertigineuses, on va dire, qu'on puisse me remotiver dans ces moments où je perdais complètement espoir. Et là, donc du coup, père aidant, oui mais bénévole. Alors, en fait, je me suis posé la question de faire les formations, que ce soit Lyon ou Paris. Parce que vraiment, l'intérêt de pouvoir communiquer sur le rétablissement, c'est quelque chose qui, moi, me plaît et ça me parle dans mon quotidien tout le temps. Puis, par rapport au poste aussi que j'occupe au comité de sport adapté, je suis en face de public en situation de handicap. Et pour moi, le rétablissement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais du coup, je me posais la question, pourquoi tu ne ferais pas la formation mais après, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter ton poste de chargé de com où tu fais de la créa, du montage, des choses qui te parlent aussi beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quelque chose qui te plaît, le laisse pas tomber, même si c'est pas le moment, mais ça vaut le coup de t'y attacher. J'avais aussi la liberté avec le C2RP et le CRPS de faire, là les PowerPoint on les fait avec Mario de Geoffroy, mais on me met pas de côté, hein. C'est-à-dire que mon discours, là ils m'ont pas pris la main et c'est pas eux qui ont écrit à ma place, hein. J'ai ma liberté de ton. J'ai une vie stable, professionnelle et personnelle épanouie. Je prends le temps sur mon temps personnel. Et en fait, la chose qui m'était pour moi la plus importante, c'était professionnellement, j'ai pas envie de quitter le monde de la création. Parce que faire des belles images, faire des posts, alors c'est con sur les réseaux sociaux, mais avec des petits films sympas, dynamiques, en fait, quand je faisais mes études, j'avais rêvé de ça. Ça a mis un peu plus de temps, mais j'avais pas envie de le quitter. Et du coup, je me suis posé une question, c'est est-ce que tu veux, en discutant avec Bérénice, c'est ça, qui est sur Paris, donc qui est en charge de la licence sur Paris, et elle m'a dit la vraie question à se poser, c'est pas tellement réussir la formation, ou parce que ça, on prendra le temps qu'il faut. Est-ce que vous voulez faire de la psychiatrie votre métier?
Donc là, il y a eu un cheminement qui s'est fait parce que je me suis dit, est-ce que tu es capable d'avoir la charge mentale de ramener à la maison, parce que tu le ramèneras à la maison, c'est pas parce que tu fermes ta porte d'entrée que ce que tu vis au quotidien et ce qu'on va te raconter n'aura pas d'impact chez toi. Il se trouve que j'ai vu, alors je le savais déjà avec ma pathologie, puisqu'en remontant les années même du primaire, il y avait déjà des réminiscences, mais j'ai une certaine sensibilité à tout ce qui est tension. Et là, je me suis dit, Adrien, écoute-toi, peut-être que faire de la psychiatrie ton métier, c'est peut-être pas la bonne solution. Et il y a eu une autre chose, c'est en fait le poids de mon discours. Et je me suis dit, si je suis bénévole, que je suis en poste dans une vie, entre guillemets, normale, c'est-à-dire intégré dans un poste, on va dire, ordinaire, dans un milieu ordinaire, en fait, les personnes que je vais avoir en face de moi, à qui je vais pouvoir parler, vont se dire, ah putain, mais en fait, il prend sur son temps personnel, il pose des journées. Et il vient et, ben en fait, aujourd'hui, j'ai posé une journée pour venir. Donc, j'ai mon solde de vacances. Alors non, je déconne. C'est les heures sup, parce que je travaille beaucoup. Mais en gros, je pose des journées où je récupère mon temps de travail pour en fait venir, parce que je suis convaincu de la chose. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si tu n'es pas capable de ramener le boulot chez toi, parce que c'est aussi... Enfin, tu as une vie tu peux aussi faire un break, hein, tu n'es pas tout le temps au boulot. Mais en fait, ton discours, il aura aussi un poids supplémentaire. Et les personnes que tu as en face de toi se diront, ah ouais, putain, en fait, il se donne, le gars. Et du coup, c'était par rapport à cette force du discours que ça m'a donné du sens. Du coup, je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas terminé. Du coup, j'ai cru. Il y a aussi la complémentarité donc, avec Marine, puisque Marine, elle a fait sa formation, elle a un savoir qui lui est inculqué, donc plus scientifique, plus pédagogique. Et puis, la charge mentale, je vous en ai passé, de faire de la psychiatrie mon métier, il fallait bien que je me rende compte que j'étais pas capable de ramener, moi, cette charge mentale à la maison. Ah, du coup, je peux repasser le micro, parce que j'ai la gorge pâteuse. Alors, pour terminer rapidement, en termes de perspective pour les mois et les années à venir, on va continuer parce que pour nous, on est très satisfait de cette collaboration à la fois avec les pères aidants bénévoles, usagers, familles, qui sont complètement complémentaires avec nos pratiques et également avec les pratiques de Marine en tant que MSP. Ça permet vraiment de croiser les regards et en tout cas les bénéficiaires, que ce soit les patients ou les proches aidants, en sont satisfaits. Nous aussi, du coup. Les perspectives, du coup, on va essayer de poursuivre ces partenariats, enfin on va pas essayer, on va les poursuivre, mais on va essayer d'en développer des nouveaux, notamment avec des associations d'usagers ou des GEM. Là on est en train de rencontrer différents GEM, et notamment par rapport aux troubles anxieux. On a également du coup la perspective de former Adrien et Thierry et Marine du coup aux 40 heures d'éducation thérapeutique, ce programme d'hygiène de vie qui est en cours. Et puis du coup au niveau de l'UNAFAM, la perspective de pouvoir développer ce programme à destination des proches et aidants, mais sur un mode plus individuel pour justement les personnes qui ne sont pas disponibles les soirs tard ou sur 9 séances. Donc là, pour développer le programme en collaboration avec l'UNAFAM, mais de manière individuelle. Voilà. Merci.